Bonsoir, bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous parlons du Mali, des conséquences du désengagement de l'armée française de l'opération Barkhane. Nous sommes en duplex de Bamako avec Baba Dakono, secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes évidemment chercheur et votre activité de recherche couvre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est bien ça, hein? C'est bien cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter l'Observatoire dont vous êtes le secrétaire exécutif? Mais merci Ahmed. Oui, brièvement, l'Observatoire est une initiative citoyenne, un think tank qui se veut un cadre de réflexion et d'analyse sur les problématiques en lien avec la paix, la sécurité et la gouvernance dans la région. Il évolue principalement au Mali, au Burkina et au Niger. Actuellement, un accent particulier sur le Mali, donc le suivi de toutes les dynamiques politiques et sécuritaires dans le pays. Il y a cette question qui revient dans nos esprits quand on parle du Mali, on se pose cette question, est-ce que votre pays un jour pourra retrouver, on va dire, la quiétude d'avant 2013? C'est possible encore ça ou il faut oublier et passer à un autre monde? Je pense que face à cette question, il est important d'être optimiste. L'optimisme ne doit pas non plus cacher le réalisme, la réalité du terrain. C'est qu'aujourd'hui, le pays est confronté à cette menace qui n'est pas la seule au plan sécuritaire. Il y a bien entendu la question de l'activisme des groupes terroristes qui focalise l'attention, notamment politico-médiatique, mais il y a l'insécurité caractérisée par d'autres phénomènes. À l'exemple des tensions sociales, on a vu par exemple en 2019, que ce soit au Mali ou même au Burkina, la violence à ce niveau a fait beaucoup de dégâts. Il y a aussi les activités illicites, donc la criminalité organisée transnationale. Donc, dans un pays confronté à ces menaces, la terrorisme, criminalité organisée transnationale, conflits locaux, des conflits qui sont d'ailleurs historiques, même si la violence n'avait jamais atteint ces proportions-là. Il est difficile de croire que du jour au lendemain, on puisse retrouver une situation normale. L'évidence, c'est qu'aujourd'hui, depuis 8 ans, peut-être, toutes les solutions apportées jusque-là ont montré leurs limites. Le sujet principal dont j'aimerais parler avec vous, c'est le désengagement de la France de l'opération Barkhane, de ses conséquences non seulement sur le Mali, mais dans toute la région sahélienne. Comment d'ailleurs les Maliens ont accueilli l'annonce de ce désengagement ? Une opinion partagée, comme vous le savez, depuis quelque temps, il y a une partie de l'opinion nationale qui est hostile à la présence militaire française, la présence militaire étrangère tout court dans le pays. Donc, naturellement, du point de vue de cette partie de l'opinion, ils voient le désengagement français comme l'aboutissement d'une lutte qu'ils avaient commencée depuis quelques années. Et d'ailleurs, c'est important de le rappeler que ce sentiment aujourd'hui contre la présence militaire française découle du sentiment aujourd'hui que la réponse où la présence militaire française n'a pas atteint les objectifs escomptés. D'un autre côté, et là on se rend compte quand on discute avec les populations qui sont au cœur de l'insécurité, parce que c'est important de le dire aussi, que cette opinion qui n'est pas favorable à la présence militaire française, elle est notamment concentrée dans les grandes villes, principalement à Bamako. Mais plus on se rapproche des zones d'insécurité qui sont au cœur de cette insécurité-là, l'avis elle est partagée. Pour une bonne partie de l'opinion, cette présence française, elle est utile parce qu'elle permet de maintenir ou de contrôler l'insécurité, même si ces populations, elles aussi, ont des reproches vis-à-vis de cette présence militaire française qui doit s'améliorer sur de nombreux points. Donc oui, c'est le désengagement français l'opinion est mitigée. Une partie considère que c'est l'aboutissement des luttes qui demandaient le départ de l'armée française. Pour une autre partie, ça va être très compliqué de faire face à l'insécurité parce que le pays, comme vous le savez, est dans un processus de réorganisation militaire, de restructuration des forces de défense et de sécurité. Et pour de nombreux acteurs, y compris sécuritaires maliens, le pays n'est pas aujourd'hui prêt à faire face seul
à cette menace terroriste. Il y a ceux qui plaident pour même un désengagement progressif et il y a ceux qui disent bye bye, merci, vous avez fait ce que vous pouvez, partez maintenant parce que vous êtes plus une armée d'occupation qu'une armée qui vient nous aider, c'est ça? C'est bien cela, une opinion divisée entre ceux qui veulent le maintien ou la restructuration de cette présence militaire et ceux qui veulent le départ des militaires français. Et vous, quelle est votre opinion? Vous, en tant que chercheur et analyste, quelle est votre opinion? Mon opinion, ou l'analyse face à cette situation, c'est d'abord que peut-être que quand on pose les mauvaises questions, on a forcément les mauvaises réponses. Pour moi, que ce soit la présence militaire française ou la présence militaire d'autres forces étrangères, appuyer les forces militaires maliennes, on ne va difficilement parvenir à bout de l'insécurité par la seule réponse militaire. Aujourd'hui, le sentiment d'échec de la présence militaire ou de la campagne militaire française et au-delà africaine n'est en fait le résultat que des limites de la réponse militaire tout court. Donc, tant qu'on n'a pas essayé de résoudre le problème de l'insécurité caractérisée par la menace terroriste par un package qui comprend non seulement les réponses militaires, qui sont parfois indispensables, mais intégrant les questions de gouvernance et d'autres types de questions qui, à l'analyse, démontrent que, par exemple, aujourd'hui, de nombreuses personnes rejoignent les groupes armés qualifiés de terroristes, pas parce qu'ils croient à un processus ou à une idéologie religieuse, mais parce que ces personnes ont des questions liées à la gouvernance, ont des griefs et sont porteuses de frustration. Donc, il faut résoudre ces problèmes-là pour pouvoir trouver une solution efficace à l'activisme des groupes terroristes. Vous dites que le tout militaire n'aura jamais complètement les résultats escomptés tant qu'on ne mènera pas de front le militaire, parce que c'est important, c'est utile, mais aussi régler tous les problèmes qui sont d'ailleurs les causes de ces groupes djihadistes, de la naissance de ces groupes djihadistes. Le terreau. Absolument. Oui. Absolument, absolument. Le terreau, ce sont les défaillances dans la gouvernance, que ce soit au niveau national ou même très souvent au niveau local. Donc, ce sont les failles dans la gouvernance qui sont exploitées par les groupes terroristes pour s'installer et pour accroître leur influence auprès des communautés qui sont soit devenus des complices, soit des acteurs indifférents entre les positions des militaires qui luttent contre les terroristes et les groupes terroristes eux-mêmes. Oui, on se posait la question de savoir quelles pourraient être les conséquences du désengagement donc, de la France, comme c'est prévu là, d'abord pour le Mali et probablement pour les autres pays de la région. Les conséquences, elles sont de plusieurs ordres. D'un point de vue immédiat, ce sont peut-être les défaillances qu'on pourrait rencontrer dans les réponses sécuritaires de ces États-là. Parce que la présence militaire française, c'est aussi l'appui d'un point de vue logistique, l'appui dans le partage de renseignements, mais aussi et surtout la dissuasion. Parce que la simple présence de ces forces armées françaises permet quelque peu de dissuader certaines activités dans ces localités-là. Donc, immédiatement, c'est peut-être l'incapacité de ces États-là à résoudre ou à disposer de moyens logistiques, notamment du point de vue ou également du point de vue des renseignements, mais aussi peut-être le sentiment pour ces groupes qualifiés de terroristes d'une petite victoire, parce que ce qu'eux ils demandent depuis des années, c'est justement le départ ou le désengagement des militaires français et étrangers présents dans la région. Donc, ce sera une perception de victoire pour ces groupes armés qualifiés de terroristes et qui pourraient sortir renforcés de ce point de vue-là. Oui, allez-y. Oui, donc sur le moyen et le long terme, aujourd'hui, de façon très, très imagée, on peut comparer l'insécurité et la lutte contre le terrorisme dans ces localités-là comme le fait, du point de vue de ces États-là, de réparer une voiture qu'on n'a même pas le temps de garer pour faire cette réparation-là. Et justement, la présence française permettait à ces États-là, si elle était utilement utilisée de façon concertée, ça permettait justement de faire les réformes qu'il fallait au niveau des forces de défense et de sécurité
et de pouvoir prendre la place que la France occupe, notamment dans le dispositif sécuritaire actuel dans la région. Donc, ce désengagement qui n'est pas préparé, parce qu'il vient quand même de façon, on peut dire, surprenante, parce qu'il y a eu le sommet de Pau il y a quelques temps, et au terme de ce sommet, je crois que les engagements avaient été renouvelés. Donc, on ne s'attendait pas à ce désengagement-là quelques mois ou une année après. Donc, il y a comme un goût d'inachevé si jamais ce désengagement est effectif maintenant. Vous parliez tout à l'heure de ce sentiment presque malsain de la part des groupes terroristes qui pourraient jubiler après le départ de la France. Qui sont les victimes dans cette affaire? Est-ce qu'il y a des perdants et des gagnants dans cette affaire? Je pense que oui, il y a des perdants parce que l'engagement de la France dans la région, d'abord au Mali, c'est depuis la mi-janvier 2013. Et donc aujourd'hui, c'est 8 années après. 8 années après, si ce désengagement est effectif dans le contexte actuel, c'est comme pour dire que la France n'a pas atteint les résultats escomptés. Ça veut dire que les millions d'euros qui ont été dépensés, les moyens humains conséquents qui ont été déployés dans le cadre de cette lutte n'ont pratiquement pas servi à renverser ou à inverser la tendance. Donc, c'est pratiquement un départ sur l'échec. Donc, ce qui veut dire que la France et tous les pays qui soutiennent cet engagement militaire français dans la région, ce sera une grosse perte. Et également pour les pays de la région. Donc, au premier plan, le Mali, qui est un peu à l'épicentre de cette crise-là, oui, c'est que finalement, c'est que malgré la présence française appuyant le pays, on n'est pas arriver à mettre fin à l'insécurité caractérisée par les groupes armés terroristes. Donc, de ce point de vue également, le pays sort perdant. Mais je crois que les plus gros perdants de cette action, ce seraient les communautés qui sont, comme je le disais tout à l'heure, prises en tenaille aujourd'hui entre la campagne militaire du pays et de ses alliés, notamment la France, et les groupes armés terroristes. Finalement, ce désengagement va conforter le discours des groupes armés terroristes sur le fait que c'est même la puissance militaire française n'a pas pu résoudre leurs problèmes. Donc peut-être les communautés vont continuer dans la précarité qu'on connaît aujourd'hui avec le fait que notamment elles sont prises en otage dans les grandes villes avec, comme on le disait en début de l'entretien, les enlèvements qu'on observe au niveau des notables, le fait que les activités économiques ne puissent pas s'exercer. Donc, véritablement, les plus grands perdants, ce sont les communautés. Mais il est aussi important de rappeler que même si le désengagement de l'armée française en est une conséquence, même l'engagement, si il doit être maintenu, même s'il doit être transformé dans un autre format, il est important d'intégrer le fait que la réponse militaire à elle seule ne pourra pas venir à bout de cette insécurité. Et ce qu'on vit aujourd'hui pourrait être le contexte dans 2 ans, dans 3 ans, si jamais le paradigme ne change pas. On a appris que la France avait réussi à arrêter un chef d'AQMI, et puis éliminer un autre ou arrêter un autre qui appartenait au groupe islamique. C'est finalement demi-échec ou en tout cas un résultat à relativiser, non ? Oui, on peut relativiser, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de demi-victoire dans le cadre de ces opérations-là. Et vous faites bien de rappeler que depuis le début de l'opération, oui, c'est vrai que récemment, on a parlé de la neutralisation d'un leader de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Une année auparavant, c'était d'autres leaders. Et quand on voit même la photographie aujourd'hui d'AQMI, on se rend compte que le principal leader, Iyad Agali, a été... est aujourd'hui orphelin de tous ces lieutenants qui ont pratiquement été neutralisés par cette campagne militaire. Mais la question importante à ce niveau, c'est de se dire, mais comment avec toutes ces victoires militaires, ces groupes gardent leur capacité de nuisance? C'est parce que on peut éliminer un leader de groupe aujourd'hui, mais si le lendemain 150 autres combattants rejoignent le groupe, c'est que le groupe sort même renforcé. Donc c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est important de prendre en charge les facteurs
qui font aujourd'hui que les gens rejoignent par centaines, par milliers ces groupes-là. Ça, c'est un des éléments et un des aspects. L'autre aspect, c'est que là, on parle de l'État de AQMI. L'autre groupe et qui avait même été désigné au cours du sommet de Pau comme le principal ennemi dans la région des trois frontières, c'est l'État islamique au Grand Sahara. Et c'est visiblement, quand on fait l'analyse des données, notamment des attaques, on se rend compte que c'est le groupe le plus actif aujourd'hui dans la région. C'est le groupe qui est l'auteur de l'attentat effroyable qu'on a vu au Burkina récemment. Donc, c'est que ce groupe-là n'a pas vu ses moyens réduits. Au contraire, on peut même penser que l'affaiblissement de AQMI à travers la neutralisation de certains de ses leaders a contribué à renforcer l'État islamique dans la région des trois frontières, qui est, il faut le rappeler, un groupe rival de AQMI dans la région. On arrive malheureusement presque vers la fin de cet entretien. Il est important de parler d'avenir après avoir fait le constat, après avoir regardé ce qui s'est passé ces dernières années. La France dit nous allons nous concentrer un peu plus dans la région des trois frontières. Il y a une force européenne qui va prendre la relève. Est-ce qu'on sait comment elle va être composée? Est-ce qu'elle pourra réussir là où la France et ses alliés d'autrefois n'ont pas réussi? Est-ce qu'on nous vend encore du rêve et qu'on va repartir pour un second tour? Sans être exhaustif, je pense que deux éléments sont importants à appréhender dans le cadre de ce renouveau sécuritaire, on va dire, dans le Sahel. Le premier, c'est de changer la grille d'évaluation de ces opérations-là. Au lieu qu'on puisse évaluer ces opérations, qu'elles soient l'opération militaire française ou une opération européenne ou une autre opération soutenue par les Européens, au lieu qu'elles soient évaluées à l'aune du nombre de terroristes neutralisés, je pense qu'il est important qu'on puisse évaluer ces opérations-là à l'aune plutôt du nombre de personnes secourues dans ces localités-là, du nombre de villages protégés, parce que la protection demeure la pierre angulaire aujourd'hui de l'engagement de nombreuses personnes dans les groupes armés qualifiés de terroristes. Donc, c'est très important, comme je disais tout à l'heure, en parlant de changement de paradigme, qu'on puisse changer la grille d'évaluation de ces opérations-là. Le second élément par rapport à ça, c'est la responsabilisation des États. Je pense que véritablement, l'avenir sécuritaire dans cette région-là, quel que soit le format qui sera adopté, c'est important de mettre au premier plan les États face à leurs responsabilités dans la sécurité. Tout type d'opération qui puisse être envisagée dans ces localités-là doit venir en appui d'une politique véritablement nationale. Et cela permet justement de prévenir les manifestations anti-forces étrangères, comme on l'a vu au Mali et au Burkina. Donc oui, on pourrait avoir de meilleurs résultats si on prend en compte ces quelques éléments-là qui participent du changement de paradigme tel que je le disais tantôt. Baba Dakono, merci infiniment. On arrive au terme de cet entretien. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Télésud pour évoquer ce désengagement de l'armée française de l'opération Barkhane. Merci de nous avoir livré votre analyse et à très bientôt. C'est moi. Merci Ahmed et merci encore. Je rappelle que vous êtes chercheur, secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment sur Télésud, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien.